1192. Minamoto no Yoritomo est nommé par l'empereur du Japon Sei-i Taishogun, général en chef chargé de réprimer les révoltes des peuples barbares. Exactement 400 ans plus tard, un certain Toyotomi Hideyoshi aurait fait halte devant la statue de ce premier shogun à Kamakura et lui aurait adressé ces mots : « Mon cher ami, vous et moi avons tenu le Japon dans nos mains. Mais vous êtes né dans un palais et moi dans une cabane en ruine. Maintenant, que pensez-vous de moi, moi qui vais envoyer une armée contre l'Empire Ming ?» Avec la naissance du premier shogunat, le Japon entre dans le Moyen-Âge, l'âge des guerriers. Le premier shogun met la main sur un vaste territoire, allant de l'île de Kyushu au sud jusqu'aux provinces, considérées à moitié barbares, de Tohoku au nord. C'est près de 7 millions d'âmes qui peuplent le pays, dont près de la moitié se concentre entre les alentours de la capitale impériale, Kyoto, et les abords de la capitale shogunale, Kamakura. Le territoire n'est pas agréable à gouverner. Il est parsemé de montagnes qui rendent ardue la communication entre ces différentes extrémités. Mais malgré tout, il est assez homogène. Les différentes îles et villes sont constamment reliées les unes avec les autres par une multitude de navires et quelques grandes routes terrestres. Au Japon de l'Ouest, plus tourné vers la mer et les bateaux, s'oppose un Japon de l'Est, terre de plaines et de chevaux, qui donne naissance à la chevalerie japonaise. Le Japon, certes isolé, n'en est pas pour autant coupé du monde. Les navires, passant d'île en île, peuvent atteindre la Corée et la Chine, avec lesquels on fait du commerce. Pendant longtemps, le pays a été dirigé par un empereur. Le centre de tout le pouvoir était la capitale, Kyoto et sa cour, et les gouverneurs de province n'étaient que des bureaucrates censés organiser la production agricole dans un monde presque entièrement rural. Mais avec le temps, la famille impériale commence à monopoliser toutes les fonctions importantes de la cour, si bien qu'il devient compliqué de s'y enrichir. La noblesse convoite alors de plus en plus les titres de gouverneur de province. Il est beaucoup plus simple de faire fortune aux marges, loin du pouvoir impérial, où, en plus, les gouverneurs lèvent désormais les impôts. La noblesse déçue de la cour renforce son assise provinciale, se lie par alliance avec les locaux et renforce sa domination sur les classes paysannes. Les gouverneurs adoptent un mode de vie de guerrier qui leur assure leur influence sur la province qu'ils dirigent. Ils sont rejoints en ce sens par des notables locaux, soucieux de sauvegarder leur place au sommet de la société, et par des paysans assez aisés qui cherchent à s'élever socialement. Tout ce monde se regroupe en Bushidan, littéralement un groupement de guerriers. La bureaucratie laisse alors la place à une militarisation de la société. L'aristocratie provinciale tient désormais 4 rôles: fonctionnaire, chef d'exploitation agricole, guerrière professionnelle et chef militaire. Surtout, elle est désormais capable de s'opposer à la capitale et au pouvoir impérial. Si bien que les empereurs finissent eux aussi par se plier à ce système. Ils se forgent un domaine privé gigantesque et s'attirent le soutien de la petite noblesse et de chefs de Bushidan. N'empêche que leur pouvoir s'amenuise et que les troubles à la capitale se multiplient au fil du temps. C'est ainsi qu'éclate, en 1180, une énième guerre civile, au cours de laquelle Minamoto no Yoritomo, un puissant chef de Bushidan exilé depuis près de 20 ans dans les provinces de l'Est, lève une grande armée avec laquelle il parvient, après 5 ans, à venir à bout de tous ses rivaux. Mais il n'y parvient pas seul. Sa victoire, il la doit à ses vassaux, dont la plupart se sont ralliés à lui pendant la guerre. Ces chefs guerriers, qu'on appelle des daimyo, ont besoin d'une autorité pour arbitrer leurs différends et légitimer leur pouvoir local. Mais ils ne veulent pas dépendre d'une aristocratie issue de la capitale. Ce sentiment, il se retrouve aussi chez les guerriers moins aisés, qui n'ont pas l'influence suffisante pour lever des centaines de cavaliers. Eux non plus ne veulent pas d'un pouvoir tout-puissant. Une autorité est nécessaire pour se faire reconnaître ses domaines, certes, mais qu'elle reste à sa place. Dans ce système nouveau, tous les guerriers sont égaux. Le chef est autant dépendant d'eux qu'ils sont dépendants de lui. Ce compromis entre Yoritomo et ses vassaux donne naissance à un tout nouveau régime politique, le shogunat. L'empereur, dont on ne peut se débarrasser puisqu'il est sacré, accorde bien des prérogatives au nouvel homme fort du Japon. La plus importante est celle de chef des armées. Il est le seul à être autorisé à user des armes dans tout le pays pour mater les guerriers récalcitrants. C'est aussi à lui de nommer les gouverneurs militaires des provinces, et il a sous ses ordres bon nombre des petits administrateurs provinciaux. Il fonde aussi un bureau des samouraïs, un bureau de l'administration, un bureau des finances, un bureau de la justice, etc. Surtout, toutes ces prérogatives lui sont cédées de façon définitive et héréditaire. Ce shogun ne règne pas depuis la cour de Kyoto, la capitale impériale, mais depuis des provinces de l'Est, où il a fondé sa propre capitale pendant la guerre, Kamakura. La rivalité est soutenue entre les deux capitales, et les espions n'y sont pas rares.
Pour s'en protéger, le shogun et l'empereur auraient peut-être dû faire appel au sponsor de cette vidéo, NordVPN. NordVPN, c'est un VPN, comme vous en doutez, c'est-à-dire un outil qui vous permet de vous localiser virtuellement ailleurs que chez vous. Ça peut paraître bizarre comme idée, dit comme ça, mais c'est en vrai très pratique à plein de moments. Par exemple, si vous êtes un étudiant français et que vous voulez accéder gratuitement à des ressources universitaires sur Sci-Hub. Et là, ça tombe bien, NordVPN c'est le plus populaire des VPN, et c'est pas pour rien. L'interface est toute simple, aucune galère pour utiliser. Voilà, en un clic je suis devenu suisse aux yeux d'internet. Je peux maintenant accéder à tous les contenus YouTube bloqués en France, comme l'entièreté de la série Kaamelott, et accéder aux contenus disponibles seulement en Suisse, ou seulement dans l'une des 111 destinations disponibles sur NordVPN. Et en plus, avec un seul compte, vous pouvez connecter jusqu'à 10 appareils simultanément, y compris votre télé. Aucune donnée personnelle n'est collectée, vous avez la possibilité de bloquer les trackers et les publicités avec l'outil anti-menace intégré, et le tout est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Bref, c'est peut-être le moment de sauter le pas. D'autant qu'avec mon lien en description, vous gagnez 4 mois offerts sur votre abonnement de 2 ans. Dans tous les cas, merci à eux de me permettre de payer mon loyer, alors que je viens d'emménager. Et quant à nous, on peut en revenir à l'histoire du Japon. À la mort de Yoritomo, en 1199, le Japon tombe à nouveau dans les troubles politiques. Les descendants du shogun doivent montrer que le système peut survivre à la mort de son fondateur. Ils affrontent politiquement l'empereur pendant 20 ans, avant qu'il ne l'écrase militairement en 1221. Ces deux décennies de crise ont un résultat majeur, la montée en puissance de la famille Hojo. C'est cette famille qui a été chargée de s'occuper de Yoritomo pendant son exil. C'est aussi elle qui a été la première à le suivre lorsqu'il a pris les armes, et sa femme, Masako, vient de cette famille. À la mort du shogun, c'est elle qui reprend les rênes du pouvoir. Elle place les membres de sa famille au poste clé du shogunat et renforce son assise territoriale en expropriant les terres de ceux qui lui sont hostiles. Désormais, les Hojo prennent le titre de Shiken, régent du shogun. C'est lui qui exerce le pouvoir réel à Kamakura. Après la victoire de 1221, la cour de Kyoto et le shogun ne s'affrontent plus. Les deux entités acceptent la cohabitation. De toute façon, elles n'ont pas d'autre choix. Cette cohabitation s'illustre par la fondation de l'office des Tendai à Kyoto. Presque toujours dirigé par le fils aîné ou le frère cadet du Shiken, il sert à contrôler les troupes de la capitale, les vassaux des provinces alentours, et, aussi, à surveiller la noblesse de la cour impériale. Tous ces événements mènent à un brassage de population. Les nobles de la cour qui ont été expropriés suite à la guerre sont remplacés à la tête de leur domaine par des guerriers de l'Est, qui s'y installent avec leurs hommes et leurs domestiques, à la demande du shogunat. Les hommes de l'Est amènent avec eux des techniques d'agriculture mal maîtrisées à l'Ouest, ce qui permet une augmentation de la production agricole. Tout ça ne se passe pas toujours simplement. Les nouveaux venus abusent souvent de leur pouvoir, et il y a des conflits judiciaires entre eux, la noblesse locale et la paysannerie. Les Shiken ne tiennent pas leur pouvoir d'une tradition sacrée comme les empereurs, ni d'une histoire héroïque comme Yoritomo. Leur pouvoir doit alors se baser sur autre chose, et ils en trouvent la légitimité dans les principes confucéens. Bien gouverner, tout simplement. Ce qui induit avant tout de gouverner justement. Le pouvoir despotique du shogun laisse donc place, en temps de paix au moins, à un gouvernement de compromis où c'est un conseil d'État qui prend les décisions. La justice est aussi réformée pour juger honnêtement tout le monde. Les vassaux de l'Est ne sont pas avantagés et ils peuvent perdre des procès contre des nobles de la cour ou des paysans s'il s'avère qu'ils ont effectivement commis des actes illégaux. Malgré tout, le Japon n'a pas connu que la paix pendant cette période. Au-delà de certaines révoltes qui sont matées dans le sang par les Hojo, il voit surtout débarquer sur ses côtes une armée mongole en 1274. Après avoir conquis la Chine du Nord et la Corée, le Japon devait y passer aussi. Les combats cette année ne durent qu'une journée. Les Mongols sont forcés de reprendre la mer après qu'une tempête soit levée. Ils retentent leur chance en 1281, avec une flotte bien plus importante, réunissant plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Mais les Japonais ont appris de la première invasion. Ils ont fortifié leurs côtes et empêchent à la cavalerie mongole de sortir des plages. Les envahisseurs sont à peine poussés au repli, qui subissent en plus un typhon. La flotte est anéantie et les 30 000 rescapés sont massacrés. Cette invasion est une aubaine pour le shogunat. Elle permet au Shiken d'étendre son autorité à l'ouest du pays. L'île de Kyushu reçoit une administration shogunale spéciale similaire à celle présente à la capitale impériale. Le shogunat de Kamakura a désormais la main mise sur tout le pays. Son influence et son prestige n'ont jamais été aussi élevés. Mais pour combien de temps ? Le shogunat est à son zénith.
Et c'est bien ça qui pose problème. À partir de 1284, les chefs successifs de la famille Hojo, qui occupent le rôle de Shiken, renforcent leur pouvoir aux dépens des institutions shogunales. Ils gouvernent de façon de plus en plus despotique et bravent le conseil d'état. La famille Hojo accroît aussi sa mainmise sur les provinces. Elle accapare les fonctions de gouverneur à Kyushu, tandis que ses vassaux directs s'emparent des postes clés du régime, au nez et à la barbe des vassaux du shogun. Par un coup d'état, en 1285, les Hojo saillènent aussi une bonne partie des seigneurs du nord de la région de Kanto, dont de puissantes familles comme les Ashikaga. Et en général, l'aristocratie guerrière qui a affronté les Mongols s'agite, puisqu'elle n'est pas récompensée pour ses services, contrairement aux guerres précédentes où elle avait pu s'emparer des domaines des vaincus, ce qui est impossible ici puisqu'on repousse seulement un envahisseur étranger. Cette aristocratie est en perte de vitesse, tandis que ses domaines rétrécissent, partagés entre des héritiers trop nombreux qui s'appauvrissent à chaque nouvelle génération. Le banditisme explose aussi. À l'ouest, des bandes armées volent les récoltes des paysans, incendient les maisons, pillent les marchés, et chassent ou pêchent là où ils n'en ont pas le droit. Ces bandes sont parfois dirigées par des seigneurs guerriers locaux ou des fonctionnaires qui protestent contre le partage des terres. Il arrive qu'elles provoquent de véritables révoltes dans certaines provinces. Leur art de la guérilla leur permet bien souvent de s'imposer sur les troupes shogunales envoyées pour leur tenir tête. Face au mécontentement, les Hojo renforcent leur autoritarisme et leurs vassaux directs, se créant toujours plus d'ennemis. La situation est tendue. C'est l'arrivée d'un nouvel empereur au pouvoir à la cour de Kyoto qui provoque l'explosion. Go-Daigo est un homme fort charismatique, qui n'a pas peur d'aller à l'encontre des codes. Traditionnellement, l'empereur du Japon doit régner sans exercer de véritable pouvoir à la cour. Mais Go-Daigo ne respecte pas celle-ci, et gouverne à Kyoto tout en étant empereur. Pire, il décide de désigner lui-même son successeur, sans consulter le shogun, ce qui envenime la situation. En 1331, les Hojo découvrent un complot impérial visant à la destruction du régime. Ils font alors arrêter et exécuter les proches de l'empereur, qui est forcé de fuir dans une forteresse sur le mont Kazaki, où il est rejoint par des petits guerriers locaux et des bandes de bandits, qui résistent aux troupes shogunales. Partout à l'ouest du pays, des seigneurs et guerriers locaux s'agitent, se fortifient et s'opposent aux administrateurs du shogun. Go-Daigo se forge des alliances partout, et les provinces sont sur le point de se révolter. Les Hojo lèvent alors une armée qui met entre les mains de l'un des plus puissants seigneurs de l'Est, Ashikaga Takoji. Après des tractations avec l'empereur rebelle, il trahit les Hojo et marche sur Kyoto pour s'y emparer de l'administration shogunale. En parallèle, à l'Est, un deuxième grand seigneur, Nita Yoshisada, lève une armée et marche sur la capitale shogunale, Kamakura. Il engrange les victoires militaires et est rejoint sur sa route par tout un tas de guerriers, jusqu'à s'emparer de la ville en 1333. Les Hojo et leurs soutiens se suicident. L'empereur reprend le contrôle de son pays. Le soulèvement est généralisé, mais tout le monde ne se bat pas pour les mêmes raisons. D'un côté, l'empereur et les nobles de la cour de Kyoto se battent pour détruire le shogunat, restaurer le système impérial qui existait auparavant. De l'autre côté, les grands seigneurs de l'Est veulent supprimer les Hojo, mais au grand jamais se débarrasser des institutions shogunales. Ça, plus l'incompétence et l'autoritarisme de Go-Daigo, fait que le régime impérial restauré ne tient pas bien longtemps. Seulement 3 ans plus tard, en 1336, il est chassé de Kyoto par Ashikaga Takoji, une nouvelle fois entré en rébellion. L'empereur s'enfuit, mais incapable de remporter une victoire militaire face aux rebelles. Il finit par s'installer dans les régions montagneuses du sud du Kinai, où il fonde une nouvelle cour. Le pays est divisé en deux. Un empereur à Kyoto, la cour du nord, et un à Yoshino, la cour du sud. Quoi qu'il en soit, Ashikaga Takoji rétablit le shogunat à Kyoto, mais supprime le titre de Shiken. Cette fois, c'est bien le shogun qui gouverne. Le Japon se retrouve alors dans une situation de guerre civile permanente, où les cours du nord et du sud s'affrontent périodiquement, sans qu'aucune ne parvienne jamais à s'imposer sur l'autre. Les provinces sont partagées entre partisans des deux camps, et les guerriers passent de l'un à l'autre selon leurs intérêts du moment. Tout ça favorise le système féodal et l'aristocratie guerrière qui profite des affrontements permanents pour accaparer des terres et des domaines, tandis que les petits guerriers locaux n'hésitent pas à entrer en conflit les uns avec les autres pour récupérer leur part du gâteau. Les paysans, victimes de tout ça, s'organisent, résistent et demandent des réparations aux seigneurs qui leur causent du tort. En général, ceux-ci doivent céder face aux organisations et aux grèves paysannes. La menace de voir ceux-ci quitter le domaine est trop dissuasive. La piraterie explose aussi. Les gens de la mer lèvent des taxes de passage sur les navires marchands et mènent des raids importants jusqu'en Corée et en Chine, un peu comme les Vikings en Europe.
Ils sont même à l'origine de la chute d'une dynastie coréenne en 1392. Il faut leur offrir des terres, des fonctions officielles et des autorisations de commerce pour que ces raids dévastateurs prennent fin. Surtout, la situation profite aux gouverneurs envoyés par le shogun pour contrôler les différentes provinces. Ceux-ci gagnent le droit de lever un impôt pour la guerre, qui, par extension, leur permet d'entretenir leur propre armée, police et fiscalité, en plus d'accaparer des domaines privés et des vassaux sur place. Ainsi, ces gouverneurs deviennent peu à peu de très grands seigneurs héréditaires, des daimyo. Le shogunat des Ashikaga ressemble globalement à celui de Kamakura. Il en reprend les institutions et le fonctionnement. Seulement, il doit faire face à certains défis qui lui donnent, de fait, un certain attrait pour l'instabilité. Déjà, comme celui-ci gouverne depuis Kyoto et non plus depuis Kamakura, il manque d'assises à l'est, la région d'origine du pouvoir shogunal, où l'aristocratie guerrière est née et qui est très riche et peuplée. Alors, on y met en place un vice-shogunat, qui revient au fils cadet d'Ashikaga Takoji, tandis que c'est son fils aîné qui lui succède comme shogun. La dynastie est donc divisée dès le départ en deux branches rivales, une aînée à Kyoto et une cadette à Kamakura, qui bénéficient d'une autonomie importante qui ne fera que s'élargir au fil du temps. De l'autre côté, les shoguns doivent veiller à ne pas donner trop de responsabilités à une seule famille à Kyoto, pour ne pas se faire usurper leur pouvoir, comme c'est arrivé aux anciens shoguns avec les Hojo. À Kyoto, on joue donc toujours un jeu d'équilibriste. Il faut éviter une révolte des vice-shoguns de l'Est, en influençant leurs vassaux, tempérer l'ambition des familles de la capitale, en évitant de laisser trop de pouvoir entre les mains d'une seule d'entre elles, et tout ça en réussissant à garder une influence et une autorité importante sur l'ensemble du pays. Ashikaga Yoshimitsu, qui arrive au pouvoir en 1378, s'illustre parfaitement dans cet exercice. Il s'attire l'affection de la noblesse de la cour impériale, à laquelle il se mélange. Il épouse même une fille de la plus puissante famille noble de Kyoto. Mais de l'autre côté, il fait tout son possible pour affaiblir cette aristocratie civile. En parallèle, l'aristocratie guerrière des provinces est matée. Il entreprend un grand voyage qui lui permet de visiter ses gouverneurs au travers du pays et écrase par des campagnes militaires ceux qui lui semblent trop puissants. Aussi, il parvient à mettre fin à la division du pays, en obtenant l'abdication de l'empereur de la cour du Sud. Le Japon n'a enfin qu'un seul empereur, au nord, à Kyoto. Il se passionne également pour la Chine, et surtout pour le fructueux commerce qu'il est possible de faire avec celle-ci. En 1397, il y fait envoyer une ambassade, puis entretient une correspondance avec l'empereur Ming. Ce dernier l'appelle d'ailleurs roi du Japon, ce qui plaît bien à Yoshimitsu. Dans les faits, ce titre de roi le positionne comme vassal tributaire de l'empereur de Chine, mais en réalité, il lui permet surtout d'obtenir des privilèges commerciaux qui l'enrichissent énormément. Le commerce, ou plutôt les taxes qui en découlent, devient la première source de revenus des shoguns, devant ses terres et les redevances qui lui sont dues par ses gouverneurs. De plus, ce titre de roi le place comme souverain à Kyoto, aux dépens de l'empereur. C'est la première fois qu'un shogun essaye la monarchie, en l'occurrence, presque absolue. Ses héritiers ne suivent pas la même voie. Ils se contentent très bien du rôle traditionnel de shogun et abandonnent ses ambitions monarchiques. Ashikaga Yoshinori, qui accède au pouvoir en 1429, mène une politique plus autoritaire encore. Il prend lui-même toutes les décisions importantes pour l'État et se forge une garde personnelle de plus de 2000 cavaliers pour moins dépendre de ses daimyo. Il installe une ambiance de terreur à la tête du pays, confisque, exile et condamne les grands seigneurs qui lui semblent trop puissants, et écrase même une révolte du vice-shogun en 1438. Cette attitude, à la limite de la dictature, lui attire évidemment l'hostilité des élites, si bien qu'il est sauvagement assassiné en 1441. Avec lui meurt l'autorité des shoguns. Ce sont désormais les grands seigneurs qui gouvernent le pays. Le Japon n'est visiblement pas encore prêt à connaître la monarchie absolue. Cette nouvelle situation mène à une guerre civile entre les deux plus puissantes familles aristocratiques du Japon, les Yamana et les Hosokawa. Celle-ci dure 10 ans, entre 1467 et 1477, et s'illustre surtout, dans un premier temps, par des combats de rue. On se bat pour Kyoto, mais le conflit s'élargit évidemment aux provinces quelques années plus tard. Aucun vainqueur ne sort de ce conflit stérile. Les deux familles rivales doivent s'entendre sur un statu quo. Quoi qu'il en soit, c'est désormais sûr, le Japon entre dans une nouvelle ère. Celle de la guerre perpétuelle pour le pouvoir entre de grands seigneurs indépendants, l'ère des daimyo, l'époque Sengoku.
Cette nouvelle ère s'illustre d'abord par un renversement des pouvoirs. Les faibles s'imposent face aux puissants. On le voit en haut de l'échelle, avec le shogun qui s'efface au profit des seigneurs, mais aussi en bas de la société, avec les seigneurs qui s'effacent face aux communautés villageoises. Le phénomène n'est pas nouveau, ça fait un siècle que les paysans ont pris l'habitude de se révolter fréquemment pour obtenir des avantages fiscaux ou l'annulation de dettes. Mais jusqu'ici, ces révoltes ne remettaient pas en question l'ordre politique traditionnel. Or, désormais, les communautés rurales, excédées par les guerres incessantes, s'organisent localement en communes qui peuvent parfois s'étendre à des régions entières. Elles assurent elles-mêmes l'administration locale, la police, la justice et la perception des impôts. Elles organisent aussi elles-mêmes leur défense et peuvent mener une véritable politique étrangère vis-à-vis des autres communes pour avancer leurs intérêts. Cette évolution, qui suit aussi la hausse de la productivité agricole et l'enrichissement des classes paysannes, donne naissance à une nouvelle population, les samouraïs. Ceux-ci, issus à la base de la classe paysanne supérieure, se revendiquent le statut de guerrier et servent d'intermédiaires entre les paysans aisés et les seigneurs locaux, avec lesquels ils ont des liens privilégiés, souvent vassaliques. Ils continuent de vivre dans les villages, mais ne cultivent pas leurs terres, qu'ils préfèrent louer à d'autres, et se distinguent par le port du sabre et la possession d'un cheval. En ville aussi, on se regroupe pour contrer les malheurs de la guerre. Les habitants de Kyoto, par exemple, organisent eux-mêmes leur défense. Les quartiers se fortifient et les citadins s'arment pour pouvoir repousser les potentiels envahisseurs. Ici aussi, le phénomène accompagne l'enrichissement des populations locales, et surtout l'apparition d'une richissime bourgeoisie marchande. Tout ça se déroule au centre du Japon, dans ses régions les plus riches, là où le commerce est le mieux développé. Le shogunat, quant à lui, dirigé par plusieurs grandes familles rivales, n'exerce plus que son autorité sur Kyoto et les régions alentours, où il doit composer autant avec les communes paysannes qu'avec des sectes religieuses influentes. À partir de 1493, suite à un coup d'état, les shoguns cessent d'ailleurs définitivement de jouer un rôle politique. Le pouvoir est désormais entre les mains du Kanrei, sorte de premier ministre. À l'extérieur du Kinai, dans le Kanto et les marges du Japon, plusieurs daimyos se démarquent en se forgeant de puissants domaines par la guerre, de façon parfaitement illégale. Certains d'entre eux partent de rien ou presque. Ils n'ont aucune légitimité, sinon leur talent politique et militaire, et s'appuient sur le soutien des classes paysannes et des petits guerriers pour s'imposer localement. Ainsi, un presque inconnu, Soun, parvient en une vingtaine d'années à se tailler un fief important en s'emparant par les armes des provinces d'Izu et de Sakami. Il adopte par la suite le nom de Hojo pour sa famille, puisqu'Izu était la terre d'origine des Hojo qui avaient dominé le premier shogunat. Ses héritiers agrandissent encore ce large domaine. En partant de bien peu, les Hojo deviennent la plus puissante famille de l'est du Japon. A contrario, des grandes familles, qui occupaient auparavant le rôle de gouverneur provincial pour le shogunat, prennent leur indépendance et étendent, elles aussi, leur domaine par la guerre, à l'image des Imagawa. Ces seigneurs de guerre règnent comme de véritables monarques en leur province, et fondent leur légitimité uniquement sur leurs propres exploits et compétences de chef. Ils ne répondent plus aux ordres du shogunat, mais, pour la plupart, rêvent de pouvoir s'emparer de Kyoto, et avec elle, du pouvoir sur tout le Japon. Ces daimyos, qui gouvernent finalement sur des territoires assez restreints, contrôlent directement leurs vassaux, ce qui leur donne une force de frappe importante. Ils mènent des politiques de grands travaux, signent des traités commerciaux, et évaluent clairement par un recensement les revenus qu'ils peuvent tirer de chaque domaine, ce qui assainit leurs finances. C'est dans ce contexte que les Portugais mettent un pied au Japon, avec l'ambition d'y faire du commerce. Là, ils peuvent acquérir de l'argent en quantité, et servir d'intermédiaire pour le fructueux commerce entre la Chine et le Japon, tandis que les daimyos découvrent les armes à feu, qu'ils adoptent immédiatement. Les artisans japonais apprennent vite comment reproduire ces armes, mais pas assez rapidement pour répondre à la demande des seigneurs de guerre. Le commerce avec les Portugais reste donc nécessaire pendant longtemps pour approvisionner les armées en arquebuses et en artillerie. Les nouveaux arrivés en profitent aussi pour prêcher leur foi, le catholicisme, mais je prévois une vidéo sur le sujet dans 2 mois, donc on va pas s'y attarder ici. Toutes ces évolutions préparent le Japon à une nouvelle grande entreprise d'unification, à partir de 1560. 3 grands seigneurs de guerre s'apprêtent à mener celle-ci à bien, et pour de bon cette fois. En 1551, Oda Nobunaga hérite d'un petit domaine par son père. Excentrique, avec de mauvaises manières pour son rang, il s'attire rapidement des ennemis, avec, au premier plan, son frère, qui cherche à lui extorquer son héritage. Pendant la décennie qui suit, le jeune daimyo se bat contre ceux-ci, et ce n'est qu'en 1559 qu'il met pour de bon la main sur l'entièreté de la petite province d'Owari.
Mais c'est l'année suivante que son histoire prend une toute autre tournure. À ce moment, l'un des puissants daimyo voisins se décide à marcher sur Kyoto avec une armée de plusieurs dizaines de milliers de guerriers. Mais, au passage, il s'empare d'une des forteresses d'Oda Nobunaga. Celui-ci doit alors lever son host et défendre ses frontières. Son armée est faible, à peine plus de 2000 guerriers. La victoire semble inespérée. Pourtant, profitant d'un violent orage et de la désorganisation des troupes ennemies, Nobunaga parvient à frapper l'arrière-garde de ceux-ci et à faire tuer leur daimyo, ce qui provoque la fuite de ses vassaux et la débandade de son armée. Cette victoire éclatante offre un prestige énorme au jeune seigneur de guerre. 6 ans plus tard, il débute sa conquête du pouvoir en s'emparant des territoires de la famille Saito, au nord. Il se démarque alors par son excellente utilisation des armes à feu. Ces domaines sont désormais très proches de la capitale. C'est pourquoi, en 1568, il marche sur celle-ci à la demande d'un prétendant au shogunat. Avec son contrôle de Kyoto, le daimyo s'empare des domaines qui obéissaient encore aux institutions shogunales. Et en 1573, il se débarrasse pour de bon du dernier shogun Ashikaga, non sans devoir affronter pour ça certains des plus puissants daimyo du pays. L'expansion du seigneur de guerre est alors devenue inarrêtable. Il est, une dizaine d'années plus tard, maître de tout le Japon central, là où se concentrent le pouvoir et les richesses. Au-delà des autres puissants seigneurs de guerre, il a aussi dû affronter, non sans mal, les communes paysannes et les sectes qui contrôlaient les provinces autour de Kyoto. Mater celle-ci lui prend une décennie entière et demande de nombreux massacres. Seule la trahison permet au Japon de se défaire de son dictateur. En 1582, lors d'une campagne militaire, Nobunaga, sans défense, est attaqué dans un temple de Kyoto par l'un de ses vassaux. Ce n'est pas la famille Oda qui récupère le pouvoir après sa mort, mais l'un de ses principaux généraux, Toyotomi Hideyoshi. Né paysan dans la province d'Owari, il a monté les échelons en impressionnant Nobunaga par ses exploits militaires. C'est lui qui chasse et fait exécuter le vassal rebelle. Puis, pendant les années qui suivent, il écrase tous ses rivaux pour le pouvoir, dont un certain Tokugawa Ieyasu, avec lequel il passe un marché, et accumule les titres et les fonctions à la cour de Kyoto, jusqu'à être nommé Kampaku, régent, en 1585. Il prend finalement le contrôle de tout le Japon, et les daimyo restants deviennent ses vassaux. Mais son régime n'est pas parfait, et Hideyoshi s'inquiète toujours de maintenir la paix intérieure. Ça explique notamment sa tentative d'invasion de la Corée en 1592. Il faut catalyser les ambitions des vassaux, leur permettre de gagner de nouvelles terres ailleurs. Les tactiques japonaises et les armes à feu font des merveilles là-bas. Les près de 200 000 troupes d'Hideyoshi dominent clairement les guerriers coréens. Mais sur mer, la situation est différente, et les navires ennemis menacent les lignes de ravitaillement japonaises. La retraite est alors sonnée, et on ne sauvegarde que quelques territoires autour de Pusan, au sud de la péninsule. La défaite est amère pour Kyoto. Après l'échec des négociations avec la Chine, Hideyoshi relance l'invasion de la Corée en 1597. Encore une fois, les Japonais parviennent à s'imposer sur terre, bien qu'ils aient plus de difficultés face à une armée sino-coréenne renforcée, mais ils sont toujours dominés sur mer. Finalement, ce n'est que la mort d'Hideyoshi en 1598 qui sonne la retraite des troupes japonaises. Celui-ci ne laisse derrière lui qu'un enfant de 5 ans, né d'une concubine, et assez peu légitime à cause des origines paysannes de son père. Bientôt, une guerre civile éclate entre les partisans de l'enfant et ceux de Tokugawa Ieyasu, le plus puissant vassal d'Hideyoshi. Elle ne dure pas bien longtemps. La bataille de Sekigahara y met un terme dès 1600. 3 ans plus tard, Ieyasu est nommé shogun par l'empereur. Il entreprend dès lors la réorganisation des domaines au profit des alliés et du shogunat, et dès 1611 se fait reconnaître comme suzerain par l'ensemble des daimyo du pays. Ceux-ci ne peuvent plus posséder qu'un seul château dans leur domaine, tous les autres doivent être détruits, ce qui peut rappeler la politique des rois de France à la même époque, notamment Louis XIII. Le pays s'urbanise, mène de grands travaux et connaît une augmentation significative de la production agricole, tandis que le commerce est florissant avec la Chine grâce aux intermédiaires européens. Le shogunat Tokugawa est né, et c'est le dernier que connaîtra le Japon. Mais ça, on le verra dans le prochain épisode. Merci d'être resté jusque-là. Pour ceux que ça intéresse, il y a toujours l'offre NordVPN en description. Et comme toujours, merci aux membres qui soutiennent la chaîne. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour le prochain épisode d'Histoire.